ancienne nouvelle immigrante en Israël. Elle nous dira quelques mots de son parcours personnel avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, off the record, nous allons de plus en plus à la veille de l'ouverture des frontières et nous sommes très fiers enfin de pouvoir vous dire que le 1er septembre, c'est-à-dire vraiment dans 3 jours, les frontières entre la France et Israël seront quasiment totalement ouvertes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc, nous allons être vraiment très heureux de pouvoir vous recevoir en Israël et de très bientôt pouvoir arriver chez vous en présentiel. Donc, ça va prendre quelques jours pour s'organiser, mais voilà, les frontières enfin sont ouvertes. Tous ceux qui veulent retrouver notre beau pays, retrouver leur famille, etc., pourront, dans les jours qui viennent, vraiment arriver en Israël avec énormément de facilité. Et donc, nous savons un grand nombre de personnes qui avaient préparé, qui avaient pensé à une alia et qui attendaient un petit peu que la situation se stabilise, des gens avec des enfants, des familles, des jeunes couples, et qui ont énormément de questions à se poser en dehors du problème et de la question du travail et de la question du logement, savent aujourd'hui, et c'est très bien qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de l'accompagnement des enfants dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'un couple, dans un changement, j'allais dire, de différence de culture et de différence de mode de vie. Voilà, et c'est pour ça que nous avons invité Sarah El Maleh ce soir, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous connaissez les règles du jeu. Vous pourrez poser des questions, j'espère que vous en aurez, au fur et à mesure du développement de sa conférence. Et en fin de partie, nous pourrons éventuellement vous donner, si elle est d'accord, ses coordonnées pour les gens qui auront des questions particulières et privées, car nous ne pourrons pas traiter, comme vous le savez, des problèmes privés. Nous ne pourrons donner que des orientations d'ordre général. Voilà, je remercie Yasmine à Paris et Naftali à Jérusalem de nous accompagner dans le cadre de l'Organisation sioniste mondiale. Erev Tov, Toda Rabba, la parole est à vous, Sarah. Merci. Eh bien, merci pour cette introduction, Avi. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très contente d'être là. Je vais, comme Avi l'a dit, je vais commencer par me présenter. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Je vais commencer par partager mon écran. Et donc, ce soir, on va parler de la force mentale des enfants, qui est un sujet qui est très important, effectivement, en vue d'une préparation, d'un changement. Quand on se prépare à la Alia, par exemple, c'est quelque chose qui est très grand pour nous, mais pour nos enfants également. Et c'est donc très important d'être bien préparé. Donc, je démarre. OK. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, j'ai fait ma Alia en 96. Ça va faire en novembre 96, donc là, ça va faire vraiment 25 ans. Après avoir étudié la psychologie et l'éducation spécialisée à l'université de Tel Aviv et après à l'université de Haïfa, je travaille en fait aujourd'hui dans une école pour enfants autistes depuis près de 15 ans. Et à part ça, j'ai aussi j'ai suivi de près des groupes de Olim. Et en voyant les difficultés qu'ils rencontraient, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse plus pour pouvoir les aider. Et j'ai été faire une formation pour devenir conseillère parentale. Et en fait, j'ai fait une spécialisation, ça s'appelle une spécialisation dans le passage transculturel, c'est-à-dire pour le passage d'une culture d'origine à une nouvelle culture. Donc, c'est vraiment tout un domaine de spécialisation qui existe. Et puis, depuis, je mène des ateliers pour parents. Je continue de travailler dans les écoles et je mène des ateliers pour parents en français, essentiellement en français, mais également en hébreu. Et je suis aussi des groupes de Olim Khadashi, mais puis aussi même des Olim plus anciens qui viennent. On est tout le temps un petit peu décalé. Même moi, après 25 ans, je peux dire que j'ai toujours un petit pied en France de par ma culture et mon origine. Voilà. Et également, mon mari Shlomo et moi, nous avons 7 enfants. Donc, tout ça pour dire que éducation, parentalité, voilà, je baigne dedans. Ok, alors de quoi va-t-on parler ce soir? D'abord, je vais expliquer la notion de force mentale. Et puis après, je vais vous expliquer quel est notre rôle à nous, les parents, comment est-ce qu'on peut développer la force mentale chez nos enfants. Et puis enfin, je vais parler des applications à la ALIA en expliquant en fait comment est-ce qu'on va développer notre propre force mentale à nous parce qu'on en a besoin. Alors, qu'est-ce que la force mentale? La définition brute. La force mentale est un trait de personnalité qui détermine en grande partie comment les gens réagissent aux défis, au stress et à la pression. Donc, développer notre force mentale
est indispensable pour trouver le courage de ne pas tomber et de chercher une solution adéquate aux différentes situations de la vie. Les enfants mentalement forts sont capables d'aborder les problèmes de manière productive et de se remettre efficacement de leurs échecs et de faire face aux difficultés de manière compétente. Voilà, donc ça c'est pour la définition. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se trouve dans une situation nouvelle, quand on se trouve face à un changement, à un défi, on a souvent, on peut avoir un malaise, on peut avoir un stress, on peut se sentir mal, si on est mal préparé, on peut avoir des difficultés face à cette situation. Et il y a plein de techniques pour se renforcer, pour être le moins en malaise possible. Ok. Les composants de la force mentale. Il y a 4 composants essentiels. En réalité, il y en a beaucoup plus, mais c'est ce que je vais aborder ce soir parce qu'ils sont vraiment indispensables et très importants. Et il est très important que vous les compreniez. Donc, tout d'abord, l'estime de soi. Ensuite, la confiance et la sécurité, l'autonomie et le contrôle et la maîtrise de soi. Et en fait, ce qu'on va faire maintenant, je vais développer ces sujets. Mais tous ces composants-là sont, comment dire, ils sont extrêmement, ils ont de nombreux éléments. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est qu'au fur et à mesure que je les développe, il est très important que vous faisiez comme une petite liste ou une note mentale, ce qui existe déjà chez vous à la maison. Est-ce que ça, je le fais déjà? Est-ce que ça, je ne le fais pas? Et comme ça, vous allez essayer de faire une écoute active, de savoir quelles sont les choses que vous devez renforcer chez vous. Donc, on va démarrer avec l'estime de soi. Donc, quel est notre rôle à nous, les parents, pour renforcer l'estime de soi de nos enfants? Vous voyez cette petite fille? Elle a l'air d'avoir des forces, de se sentir en confiance. Elle se sent bien. Et c'est ça qu'on veut. On veut que nos enfants se sentent comme cela. Fort, je peux, je suis capable. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour cela? Aimer inconditionnellement. Évidemment, l'amour, c'est la base. On aime nos enfants et on veut faire le mieux pour eux et on veut le mieux pour eux. Et donc, il faut qu'ils le sentent. Ils doivent savoir qu'on les aime. On peut leur dire, c'est très bien d'exprimer les sentiments, c'est indispensable. Et on n'est pas forcément obligé de le dire. Les enfants, ils sentent qu'on les aime. Mais ça fait du bien aussi de l'entendre. Écouter. Alors, quand je dis écouter, c'est pas, vas-y, raconte qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pendant que j'ai mon téléphone dans la main, ou bien raconte. Voilà, c'était bien ta journée, ouais, c'était super, et puis on continue. C'est réellement écouter, s'intéresser à ce que l'enfant nous raconte, lui poser des questions, être à même, vraiment vouloir savoir ce qui se passe avec lui et essayer de faire ça de façon, avec le moins de jugement possible, de façon la plus neutre possible. Pour les enfants, c'est très important qu'ils se sentent écoutés. Comment est-ce que ça renforce leur estime d'eux-mêmes? Parce qu'ils sentent qu'ils ont une présence, ils sentent qu'on les voit, qu'on les reconnaît, qu'on les entend. C'est indispensable. Parler positif. Parler positif, ça veut dire parler et essayer d'éviter au maximum la forme négative quand on parle. Les enfants, on est très souvent occupés à leur donner des directives. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne saute pas sur le canapé, ne jette pas tes chaussures dans le salon. Et on parle très, très souvent à la forme négative. Ça influence toute l'ambiance de la maison en réalité, et pas juste le ressenti de l'enfant, mais ça influence vraiment même notre ressenti à nous. Dès qu'on parle à la forme négative, on se sent souvent, on se sent énervé, pas maître de soi-même. Donc, parler positif, c'est très important et ça renforce les enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire non. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais il faut également qu'il y ait beaucoup de positif dans notre façon de parler. Se référer au comportement et non à la personne. C'est-à-dire que lorsque mon enfant fait quelque chose qui ne me plaît pas, quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire,
je ne vais pas tout de suite lui dire. Je dois faire attention aux mots que je choisis. Ne pas dire, par exemple, tu es nul. Ne pas dire, il faut se référer à ce qu'il fait. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Quand tu frappes ta sœur, ça lui fait mal. C'est pas gentil. Mais pas, ah, t'es méchant, t'es insupportable, parce que ça rabaisse tout de suite l'enfant et et on ne renforce pas son estime de lui-même. Même s'il a tort, on a besoin de le renforcer. Il faut comprendre quelque chose. Nos enfants, et même nous-mêmes en tant qu'adultes, on connaît nos défauts, on sait ce qui ne va pas, on sait très bien ce qu'on ne fait pas bien. Un enfant qui a des sales notes à l'école, il sait qu'il a des sales notes et il ne se sent pas bien de ça. Il n'a pas besoin qu'on lui dise en plus tu es nul. Il n'a pas besoin d'entendre tu es nul, tu es zéro, ça ne marche pas ce que tu fais, tu es très mauvais élève. Il a besoin d'entendre, il le sait, le pauvre. Et donc, c'est hyper important de choisir nos mots quand on s'adresse à nos enfants. Renforcer les qualités. Renforcer les qualités, ça veut dire que lorsque mon enfant fait quelque chose de bien, eh bien je lui dis bravo, c'est très bien ce que tu fais, tu m'aides beaucoup. Et pas juste dire c'est bien, mais essayer d'être le plus spécifique possible. Quand tu travailles bien à la maison, tu es un bon ami, quand tu as aidé ton copain l'autre jour, c'était formidable. Quand tu as aidé ton petit frère, j'ai pu compter sur toi, ça m'a fait tellement plaisir. Il faut parler de façon très, très spécifique pour que les enfants se sentent, comprennent que c'est vrai ce qu'on dit et qu'on a une vraie intention derrière nos paroles. Donc, vous voyez tous ces mots-là qui sont là. Il faut que pendant que vous écoutiez, pendant que je les explique, demandez-vous déjà, est-ce que je le fais à la maison? Est-ce que ce sont des choses que je fais déjà? Est-ce que je parle beaucoup en positif? Est-ce que je parle de trop négatif? Est-ce que je devrais renforcer? Essayez de vous dire déjà ce que vous pouvez améliorer. Pardon, voilà. Mettre l'accent sur le bon. L'accent sur le bon, ça veut dire que, alors, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, quand un enfant fait quelque chose de mal, il n'a pas besoin qu'on entende lui dire tu es nul. En même temps, voilà, par exemple, pour un enfant qui ne fait pas ses devoirs, alors il a bien besoin d'entendre tu dois faire tes devoirs. Mais bon, mais si on sait qu'il a des difficultés, par exemple, alors il faut essayer de lui dire ah bravo, tu t'es assis pendant 10 minutes. Essayez de chercher comment le renforcer. Essayez de chercher sur quoi est-ce qu'on peut mettre l'accent pour lui dire qu'il a bien agi. Pour le renforcer, parce que si je le félicite après avoir fait 10 minutes ses devoirs, alors la prochaine fois, il s'asseyera pendant un quart d'heure, par exemple. Donc, mettre le doigt sur le bon, pas lui dire « Ah, t'as pas tout fini, c'est pas bien ce que tu as fait. » Et encourager. Encourager, ça revient à parler positif aussi, également. Parler de la façon positive, mais encourager tout le temps. Encourager pour tout, d'abord regarder les enfants, voir où est-ce qu'ils ont des difficultés et les encourager dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, à part leur dire bravo pour quelque chose qu'il a réussi à faire, mais même quand il fait quelque chose de neutre, lui dire que c'est très bien. On essaie toujours de renforcer les bonnes actions. Si on prend un exemple par exemple, si j'ai un enfant qui fait, comment dire, j'ai un blocage, excusez-moi. J'ai un blocage. Je vais continuer, c'est pas grave, et ça me reviendra plus tard. Je sais que j'avais quelque chose à dire, ça me reviendra. Je vais continuer. Donc voilà, ça c'était pour l'estime de soi. Donc il y a plein de choses déjà qui sont très importantes à faire pour pouvoir renforcer l'estime de soi de nos enfants. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose qu'on attende les questions à la fin de la présentation, Sarah, c'est ce qu'on fait d'habitude. D'accord, très bien.
Je sais que Je je trouve que c'est continue. difficile de parler sans interaction, mais Oui, c'est la loi franchement, du oui. Zoom. C'est la loi du Zoom, je suis désolé. Je vais, je vais m'habituer, je vais m'habituer. Ok, alors je continue. Je passe donc à la confiance et à la sécurité, et au sentiment de sécurité. Alors, notre rôle de parent, pour ce qui est de la confiance et la sécurité. Alors voilà, regardez. Imaginez que vous levez un jour, le matin, et on vous dit comme ça, et vous savez, et en vous demandant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Je n'ai pas de règles, je n'ai pas de cadre. Je me lève et je ne sais pas quoi faire de moi. C'est extrêmement déstabilisant, ça peut être angoissant, ça peut être stressant. C'est pourquoi les enfants ont besoin d'une routine. C'est très important qu'ils aient une routine, de savoir ce qu'ils doivent faire tous les jours. Je me lève, je me brosse les dents, je m'habille, je vais à l'école. Même quand je suis en vacances, avoir une forme de routine. On n'est pas complètement relâché. On peut être relâché, mais pas complètement. La routine est indispensable. Évidemment, on a la routine des repas aussi qui nous rentre un sentiment de routine dans la journée. Fixer des règles claires et des limites. Les règles de la maison, par exemple, quand on rentre à la maison, on enlève les chaussures dans la chambre. Des limites. On se couche le soir à l'heure qu'on fixe, à l'heure que l'on veut fixer. Maintenant, je veux juste ouvrir une parenthèse. Tout ce que je dis, c'est vrai pour les petits-enfants, mais c'est vrai aussi avec les grands. C'est encore plus vrai avec des adolescents. Mais la façon de fixer va différer quand on est avec des grands-enfants par rapport aux petits-enfants. Lorsqu'on va fixer des règles avec les petits, c'est un peu arbitraire. Quand on va les fixer avec les grands, il va falloir dialoguer et parler avec eux. Il va falloir discuter de la règle. Parce que lorsque on détermine par exemple à quelle heure tu dois rentrer le soir, si mon enfant me dit je veux rentrer à 8 heures, à minuit, et moi je lui dis non, 10 heures c'est la limite, alors c'est exactement un endroit pour dialoguer, pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai voulu fixer à 10 heures, pourquoi est-ce que lui il a voulu fixer à minuit, et peut-être que moi je vais aller abonder dans son sens, peut-être que lui va abonder dans le mien. Mais tout ce que je dis est vrai aussi bien pour les petits que pour les grands. Dialoguer avec l'enfant, c'est un peu ce que je viens de dire maintenant, mais dialoguer, c'est à tout âge. Et dialoguer, c'est un véritable échange. C'est pas j'ai dit, tu fais, c'est je te raconte, tu me racontes. Et puis, tu peux dire quelque chose qui ne me plaît pas, et puis je vais pouvoir reconnaître un peu que ce que tu as dit ne me plaît pas, mais tu as le droit d'avoir tes opinions. Pourquoi est-ce que ça me renforce la confiance et la sécurité de l'enfant? Parce qu'il sait encore une fois qu'on le voit. Il sent que son opinion a de la valeur. Il se sent en confiance avec des gens qui le respectent. Donc, le dialogue est indispensable et à tout âge. Il démarre à zéro, dès le plus jeune âge. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur le dialogue? D'une part, en partageant nos propres expériences. Ah, tu sais, aujourd'hui, j'étais au travail et le chauffage n'a pas marché. On a eu froid, c'était horrible. Quelque chose de complètement neutre, mais ça encourage le partage. Je partage mon expérience, les enfants vont partager leur expérience. Parce qu'en réalité, les enfants, ils apprennent la meilleure façon pour eux d'apprendre, c'est l'imitation. Ils n'apprennent pas. C'est pas si je lui dis, viens partager une expérience maintenant. Évidemment, vous entendez bien que ce n'est pas une façon idéale d'enseigner le partage d'expérience. Et donc, le dialogue est à double sens. Ce n'est pas un monologue. Je vais t'interrompre parce que tu voulais poser des questions. Je pose une question un peu provocative parce que malheureusement, nos intervenants ne peuvent poser que leurs questions par écrit, mais c'est pour animer la discussion. La première, quand tu parles de rôle des parents, je pose une question provocative exprès. C'est de la même façon le père et la mère, ou bien est-ce qu'il y a des rôles qui sont, je sais que ce que je dis c'est peut-être plus politiquement correct, mais je pose quand même cette question. Est-ce qu'il s'agit de la même relation et de la même approche pour le père et la mère, ou bien il faut y avoir deux approches différentes qui équilibrent? Deuxièmement, est-ce que ce que tu dis aujourd'hui, c'est la majorité, de par ton expérience, c'est réaliste? C'est-à-dire qu'évidemment c'est réaliste, mais est-ce que la majorité des parents doivent faire l'apprentissage de ce genre de choses, ou bien c'est beaucoup plus acquis qu'un parent est capable de raconter à son fils de 11 ans, oui, moi, ma journée a été un tel et ta journée. Est-ce que c'est artificiel ou ça commence à devenir naturel? Ok, alors ce sont des très bonnes questions.
Tout d'abord, quant à la différence. Nous sommes des gens différents. Le père et la mère sont deux personnes différentes. C'est normal qu'ils aient des approches différentes. Cela dit, on ne va pas mettre, par exemple, pour ce qui est de la limite, on ne va pas dire avec papa, il y a une limite à 8 heures et avec maman, c'est à 10 heures. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les parents pour fixer les limites. Et après, il faut le dialogue avec l'enfant. Cela dit, encore une fois, il peut aussi y avoir des règles qui sont avec papa et des règles avec maman, mais il faut que ce soit fait ouvertement. Ok, avec maman, tu peux. Avec maman, tu peux regarder la télé pendant 3 heures. Avec papa, c'est 1 heure, par exemple. Mais il faut que ce soit dit ouvertement, que ce ne soit pas fait derrière le dos. Ah, papa, il n'est pas là, je vais regarder la télé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut le faire de façon le plus ouverte possible et que ce soit accepté et acceptable. Et puis, et en plus, souvent, les parents peuvent ne pas être d'accord sur la façon d'éduquer les enfants. Ils peuvent ne pas être d'accord sur la façon de voir. Mais en réalité, si on pose la question à chacun des parents et qu'on dit « Ok, en réalité, vous voulez aller où avec l'enfant et vous imaginez quoi? Et vous imaginez qu'il va devenir quoi quand il sera plus grand? Et quelles sont les valeurs que vous voulez inculquer ?» On va se rendre compte qu'ils veulent les mêmes valeurs. C'est juste qu'un papa peut voir une certaine façon pour obtenir cette valeur-là, et une maman peut voir une autre façon. Et du coup, avec chacun, ça peut être d'une façon différente. Mais encore une fois, il faut en parler. Je pense que la communication et le dialogue, c'est la base de tous les rapports humains, et évidemment dans un couple, et évidemment dans les rapports avec les enfants. Et pour ce qui était de la deuxième question, c'est quoi la deuxième question, Avi? Qui était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, ça commence à être acquis, cette ouverture parent-enfant dans les deux sens, ou bien c'est encore un vrai travail de société? C'est un vrai travail. C'est un travail de société, c'est un travail personnel. Quand on le fait au début, c'est très pas naturel. Mais plus on le fait et mieux on s'habitue. Plus on commence tôt avec les enfants le plus jeune possible et plus on s'habitue à le faire. Et les enfants après viennent spontanément nous parler et c'est absolument formidable. Et en plus, les enfants, ce qu'ils adorent, ils adorent les histoires où on s'est planté. Ah là là, tu ne te rends pas compte, j'ai fait une gaffe aujourd'hui. Je parlais avec une copine d'une autre et l'autre, elle était dans mon dos, elle a tout entendu. Ils adorent ces histoires pour eux parce que on devient un peu plus humain à leurs yeux. Ils ont besoin de savoir qu'on se plante nous aussi. On est humains, on a le droit à l'erreur. Maintenant, c'est assez révolutionnaire comme façon de voir. Ce n'est pas du tout l'éducation qu'on a eue nous-mêmes. Pour nous, nos parents étaient toujours sur un piédestal et n'avaient pas droit à l'erreur. Et en réalité, c'est un mauvais exemple parce que nos enfants, ça met la barre extrêmement haut pour les enfants. Ils ont besoin d'avoir un vrai modèle à leurs yeux qu'ils peuvent reproduire et de savoir que les parents peuvent se tromper. Mais c'est formidable de savoir se tromper et de savoir apprendre de nos erreurs. Donc en réalité, plus on en parle et mieux c'est. Merci. Merci à vous. Être à l'écoute des envies. Donc, en réalité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis être à l'écoute absolument dans chaque diapo, être et dialoguer aussi, parce que c'est la base, et c'est le début et c'est la fin. Une fois qu'on sait faire ça, on a tout gagné en fait. Être à l'écoute des envies et des besoins, donc. Écouter ce que l'enfant veut. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout, mais on a besoin d'entendre. Un enfant qui me dit je veux m'acheter des Adidas et je veux m'acheter des Nike, j'ai besoin d'entendre qu'il en a envie. Maintenant, pourquoi? Si je cherche un petit peu derrière, je vais comprendre qu'il a vu ça chez ses amis et qu'il veut la même chose chez lui. Et et encore une fois, on va en parler. Pourquoi est-ce que c'est possible ou pourquoi est-ce que c'est pas possible? Coordonner nos attentes. Coordonner nos attentes, ça veut dire que l'enfant sache exactement ce que j'attends de lui. Je ne peux pas démarquer en lui hurlant dessus, lui dire « Ah, pourquoi tu n'as pas rangé ta chambre ?» alors qu'il n'avait aucune idée que j'attendais moi qu'il range sa chambre comme s'il allait faire ça spontanément. Ça n'existe pas encore. Pas encore, ou en tout cas pas à tous les âges. Donc, coordonner nos attentes, être très explicite, dire les choses de façon claire. Tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Faire la routine, il y a une façon très sympathique de faire la routine, c'est faire un tableau. À 10h, tu fais ça, à 8h, tu fais ça, à 9h, tu fais ça.
quand ils sont à la maison, ou le soir quand tu rentres de l'école, à 17h tu fais ça, à 18h tu fais ça, à 19h tu fais ça. On fait ensemble le tableau. Ça met de l'ordre dans la tête de l'enfant, ça met de l'ordre dans ma tête aussi. Ça me permet à moi de voir, ah tiens, et dans son tableau, il y a marqué qu'il devait faire les devoirs. Est-ce qu'il a fait ses devoirs? Je vais aller lui demander. Et du coup, ça met l'enfant, et tous ces éléments-là mettent les enfants en confiance, et ils se sentent beaucoup plus en sécurité parce qu'ils savent ce qui va leur arriver, ils savent ce qui les attend. J'ai une question piège, Sarah. Okay. Je me permets je m'en de sors avec t'interrompre. les questions pièges, ça va. Oui. Moi, je réfléchis à la période où la génération d'avant, ou peut-être une génération et demie, vu mon âge, on a été éduqués. Est-ce que ce partage, est-ce que cette écoute et cette proximité n'entament pas l'autonomie et l'indépendance des enfants? Ah, mais au contraire. Au contraire, parce que le but, c'est que l'enfant se sente capable. Et plus il sait ce qui se passe. Alors, pardon, je comprends la question. C'est-à-dire que si moi, je mets les routines et je mets les limites et je fais des règles et tout ça, alors je risque de l'étouffer? Oui, un peu comme ça, oui. D'accord. Oui, ok. Alors, mais les règles, elles sont fondées et elles sont tout le temps, elles doivent être tout le temps, les limites surtout, doivent être tout le temps ouvertes au dialogue. Les règles, elles peuvent être arbitraires. Par exemple, je peux dire, moi, j'ai besoin que tu fasses la douche à 18h. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai besoin d'être dans la salle de bain, j'ai besoin de je ne sais pas quoi, j'ai besoin qu'à 19h, il se passe autre chose. Donc, j'en ai besoin. Même si toi, tu avais envie de te doucher à 20h, ça ne va pas et je peux fixer cette règle arbitrairement. D'un autre côté, peut-être que pas forcément. Je peux fixer la règle, tout le monde se douche à 18h. Mon fils va venir me dire, je peux me doucher à 20h, je veux me doucher plus tard. Super, quoi. En réalité, la règle n'est pas forcément fondée. Alors, il faut vérifier quand on fixe des règles, est-ce qu'elles sont réellement bien fondées? Est-ce qu'elles sont immuables? Et les limites, elles ne doivent pas étouffer. Maintenant, d'un côté, les limites sont indispensables. D'un autre côté, il faut qu'elles ne soient pas trop serrées pour ne pas étouffer. Et encore une fois, il faut que l'enfant sente qu'il fait partie de la prise de décision. Pas à tous les âges. Je dirais vers 10, 11 ans. Avant ça, les limites, elles doivent être assez claires. C'est comme de mettre une rambarde sur un toit. C'est ce qu'on dit. Imaginez que vous montez sur une tour très haute et qu'il n'y a pas de rambarde le long tout autour du toit. Et bien, vous allez rester près de la porte. Si vous sentez qu'il y a une rambarde autour, la rambarde vous protège. Les limites sont là pour nous protéger. Après, il faut qu'elles n'étouffent pas. Si la rambarde elle est collée à la porte, je ne pourrais pas bouger non plus. Total. Alors, le troisième élément, c'est l'autonomie. Donc, justement, avis à propos de l'autonomie. Ça a l'air un peu contradictoire, mais en même temps qu'on doit mettre des limites, on doit aussi laisser l'enfant agir. Il doit tester, il doit essayer, il doit explorer. Combien de fois, est-ce que vous connaissez vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous avez un petit bébé qui est sur la chaise haute et qui veut manger ses pâtes en mettant ses deux mains dedans et il s'en met partout. Et non, on est stérile. Et non, je veux pas, je veux qu'il soit propre. Non, il a besoin de toucher, ça fait partie de son développement. Il a besoin de voir, il a besoin de jeter la cuillère par terre et de voir ce que ça fait quand elle tombe par terre. C'est sa façon d'explorer le monde, c'est sa façon de découvrir les choses. Ça, c'est un peu à un jeune âge, à un plus grand âge. Et à l'adolescence particulièrement, ça se reproduit encore une fois. Les enfants expérimentent à nouveau. Ils testent les limites. Ils essayent de voir est-ce que les valeurs qu'ils ont reçues, ce sont des valeurs qui sont bonnes pour eux. Et ça, je pense que, en tout cas pour moi, dans mon expérience à moi, c'était le plus difficile. C'était de les laisser se planter à l'adolescence. De voir, mais tu fais n'importe quoi, et de laisser faire. C'est un travail énorme à faire en tant que parent, et je vous conseille, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, de vous faire aider. Mais pour l'adolescence, de laisser faire, les enfants ont besoin de faire leur chemin et de les laisser tester, expérimenter, tout en étant là à côté d'eux. Ils ont besoin de nous. On a l'impression qu'ils étaient à genoux, mais en réalité, ils ont encore plus besoin de nous. Mais ils ont besoin de tester, de voir des nouvelles choses, de faire des choses qu'il n'y avait pas à la maison, pour pouvoir savoir est-ce que les valeurs que j'ai reçues de la maison, ce sont des valeurs que je veux adopter pour ma vie à moi, ou bien est-ce que ce sont des valeurs qui ne me correspondent pas. Et en tant que maman, c'était une des choses les plus difficiles pour moi, c'était de voir
Est-ce qu'il y avait un rejet des valeurs de la maison ou pas forcément? Ou au contraire, que ce qu'il a reçu à la maison, ben, c'est quelque chose qui lui a plu, qu'il a adopté pour lui-même. Donc, c'est à tous les âges, c'est valable. Là, les photos que j'ai mises, ce sont des petits-enfants et c'est tellement plus facile de laisser voir eux expérimenter, tester. Ça nous fait sourire. Quand ils sont plus grands, ça nous fait moins sourire, mais il faut laisser aussi. Encourager la curiosité, laisser l'enfant commettre des erreurs et puis, encore une fois, dialoguer, parce que je le mets à toutes les sauces, parce que c'est indispensable. Et aussi, très important, pourquoi est-ce qu'on a besoin de laisser l'enfant faire? Parce que plus il se sent autonome et plus il devient indépendant. Je vous donne un exemple qui concerne beaucoup, c'est les devoirs à la maison. Si je suis, moi, maman, responsable des devoirs de mon enfant, il ne sera jamais indépendant. C'est quoi, moi, responsable de ses enfants, de ses devoirs? Il rentre, je lui dis, donne-moi ton cahier de texte, quels sont tes devoirs pour demain? Je fais un peu la police. Je lui demande, quels sont tes devoirs? Ah, tu as des maths à faire? Viens, on s'assoit maintenant, on fait les maths. Et je ne le laisse pas, lui, se gérer. Moi, plus je prends, plus ce sera moi qui dirigerai, et moins il deviendra indépendant. Et c'est très important de laisser, d'encourager l'indépendance des enfants le plus possible. On veut qu'ils deviennent autonomes, on veut qu'ils fassent les choses tout seuls, on veut qu'ils soient indépendants le plus tôt possible, dans le plus de domaines possible. Ça commence quand ils sont petits, qu'ils disent tout seul, pour mettre les habits, pour manger tout seul, pour faire les choses tout seul. Et ça continue. Et il faut laisser faire. C'est dur de laisser faire. Je dis ça très facilement, mais c'est dur de laisser faire. J'en arrive au 4e domaine, le contrôle et la maîtrise de soi. Développer chez l'enfant le sentiment de contrôle sur sa vie. Alors, quand je dis développer chez l'enfant le sentiment de contrôle sur sa vie, ça ne veut pas dire qu'en réalité, je lui laisse contrôler sa vie. C'est que je lui développe ce sentiment. Comment est-ce que je fais ça? Par exemple, je lui laisse le choix. Je lui dis, demain, comment est-ce que tu veux t'habiller? Par exemple, tu veux mettre le t-shirt bleu, le t-shirt rouge. Je lui donne des choix et des options et je lui laisse la possibilité de prendre ses propres décisions. Encore une fois, j'ai fixé une limite. C'est moi qui ai mis la limite. Tu peux mettre le rouge ou le jaune, tu ne peux pas mettre une robe d'été. Tu peux mettre... c'est-à-dire que je dirige un peu l'action, mais je lui donne l'impression que c'est lui qui a choisi quand il est petit et évidemment quand il est plus grand. Qu'est-ce que tu veux faire cet après-midi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ou bien je donne des options, parce que moi, ce qui m'arrange, ce sont les options, ou bien je laisse ça comme une question ouverte et je laisse l'enfant choisir. Utiliser le langage émotionnel. Alors, l'histoire le langage émotionnel, c'est-à-dire parler en sentiment, je suis énervée, je suis stressée, je suis frustrée, c'est terrible, j'ai du mal, ce sont des choses qu'on ne fait pas. Encore une fois, si je reviens à la façon dont nous avons été éduqués avec l'impression que les parents sont sur un piédestal, donc les parents vont bien tout le temps, et en réalité, c'est pas forcément vrai. Et donc, nous-mêmes, en tant que parents, on utilise rarement le langage affectif. On utilise rarement des mots comme je suis stressée, je suis frustrée, je suis embêtée. On le dit rarement devant nos enfants. Et du coup, eux, ils n'ont pas ces mots-là dans leur vocabulaire. Alors, quand ils sont petits, ça va se traduire comment? Ça va être un enfant qui va taper du pied et qui va hurler parce qu'il ne sait pas dire j'ai besoin de quelque chose. Il ne saura pas exprimer son besoin, il ne saura pas exprimer ce qu'il ressent. Alors, il va l'exprimer avec des cris, des pleurs. Et j'ai déjà eu, par exemple, une maman qui nous a raconté dans un atelier qu'elle était partie pour la journée. Quand elle est rentrée chez elle, ses filles se sont mises à hurler. Hurler, pleurer. Elle est venue vers ses filles, elle leur a dit « Vous êtes en train de pleurer parce que vous m'avez manqué aujourd'hui ?» Les 2 petites filles ont dit « Mais oui !» Elles ont fait un énorme câlin à leur maman et c'était fini. Elles avaient besoin que quelqu'un leur mette les mots dans la bouche. Elles n'avaient pas ces mots-là. Elles avaient besoin de l'entendre et de savoir les exprimer. Donc, cette maman, elle a très, très bien agi en trouvant les bons mots. Dialoguer, je l'ai remis. Et différer les gratifications. Ce qui veut dire
que quand un enfant veut quelque chose, ne pas lui donner immédiatement. Essayez d'attendre un petit peu. Je vais d'abord donner à ta sœur et après tu recevras toi. Ça apprend le contrôle de soi, ça apprend à se retenir. Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on a développées jusqu'à maintenant, ce sont des choses qui renforcent la force mentale. Vous pouvez comprendre en fait qu'une fois que si on arrive à renforcer toutes ces choses-là dans ces 4 domaines-là, on aura un enfant qui saura se retenir, quand il se trouvera face à une situation difficile, il saura par exemple aller demander de l'aide parce qu'il aura appris qu'il a des gens vers lesquels il peut se tourner. Il saura par exemple que quand il a une difficulté, il saura peut-être la surmonter tout seul parce qu'il a été indépendant et puis il a fait plein de choses tout seul jusqu'à maintenant. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment très, très importantes. Il saura qu'il a la force de surmonter parce qu'il a déjà surmonté des choses, parce qu'on l'a déjà fait quand il était plus petit, on l'a laissé faire, on l'a laissé tester, on l'a laissé expérimenter. Donc, il aura tout un bagage qui le renforcera. Et donc, si on en arrive au contexte de l'ALIA, nos enfants, ils sont confrontés à un tel changement dans le contexte de l'ALIA qu'eux aussi, ils ont besoin d'avoir tout ce bagage-là, de savoir qu'ils peuvent s'adresser à des adultes qui vont pouvoir les aider. Ils ont besoin de savoir que peut-être il y aura d'autres gens qui auront des forces dans d'autres domaines parce qu'on leur aura dit « Ah, tu es un bon socialement, qu'il est très fort, on l'aura renforcé dans cela. » Alors, il saura que quand il sera en Israël, il trouvera aussi des gens vers qui se tourner, des enfants du même âge vers qui il pourra se tourner, avec lesquels il pourra parler et partager l'expérience. Et enfin, il y a encore quelque chose qui est très bon pour renforcer la force mentale des enfants, c'est nous-mêmes être un modèle de force mentale. Et être un modèle de force mentale en tant que parent, c'est dans le contexte de l'ALIA, c'est pas évident. Parce qu'on a beau avoir un beau bagage et être fort, indépendant et tout ça, on arrive, le changement de l'ALIA, c'est quand même un changement très, très important, qui a des conséquences très difficiles, qui déstabilisent énormément, qui crée des stress, changement d'environnement, changement de langue, changement de routine, changement de tellement de choses que comment est-ce que nous, les parents, on peut avoir une bonne force mentale alors que, et s'attendre que nos enfants aient une bonne force mentale si nous-mêmes, on n'en a pas une qui est extrêmement forte. Alors, je vais vous donner quand même un petit mode d'emploi de comment vous renforcer vous-même dans le contexte de la ALIA. Alors, en fait, ici, il y a 10 points. Ces 10 points-là, ce n'est pas nécessaire d'avoir tous les 10, mais plus vous en avez, et mieux c'est. OK? Donc, déjà, être bonne résilience et force mentale, ce sont des synonymes. Être conscient qu'il s'agit d'une période de transition. L'ALIA, c'est un passage. De la même façon, les enfants ont plein de passages dans leur vie. Nous avons des passages tout le temps dans notre vie. On passe du primaire au secondaire, on passe de l'école aux études supérieures, on passe d'un travail à un autre. On passe des passages. À chaque fois qu'on passe des passages, ce sont des périodes dans lesquelles on peut être déstabilisé. Mais c'est un passage. Donc, un passage, c'est temporaire. C'est temporaire, ça peut être très long. Le passage de l'ALIA, c'est un passage qui est long. Mais évidemment que plus le temps passe et mieux on s'adapte. Deuxième point important, faire partie d'un cercle social. Avoir une communauté, avoir un groupe de Olim, avoir des groupes WhatsApp. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a plein de façons d'avoir de l'entraide. Il y a des associations, particulièrement dans le cas de l'ALIA, mais dans n'importe quelle situation de stress, on a toujours un groupe social qui correspond. Si je change de travail, alors je vais avoir des gens qui travaillent avec moi. Mais dans le cas de l'ALIA particulièrement, parce que c'est ce qui nous intéresse, alors ça peut être un groupe de gens qui étaient là avant nous, qui nous ont accueillis ici, parce qu'il y a des groupes de Français dans toutes les villes. Alors, si on a besoin du soutien des Français en particulier, et si on n'a pas forcément besoin du soutien des Français, mais faire partie d'une communauté, c'est indispensable et ça aide beaucoup. Savoir se faire aider, ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Au contraire,
les gens sont toujours contents d'aider. Et si on se sent un peu mal à l'aise de demander de l'aide, alors de se rappeler qu'après, ce sera moi. Si moi, je reçois l'aide, je saurai après la donner en retour pour le prochain groupe qui viendra après moi. Donc, vraiment, ne pas hésiter à se faire aider et savoir à qui s'adresser pour se faire aider. Si c'est dans l'accompagnement des enfants, alors savoir quelles sont les personnes qui sont à l'école, par exemple, qui accompagnent les enfants et qui sont au courant. Savoir se faire aider dans les institutions ou même pour le quotidien, savoir demander à qui je vais demander de me garder les enfants pour que j'aille faire mes courses, par exemple. Se fixer des objectifs à court terme et se renseigner. Les objectifs à court terme, parce que si on se dit, voilà, je fais ma ALIA, je m'intègre au travail, j'intègre les enfants, c'est énorme, c'est énorme. Avoir des petits objectifs. On va avoir un plan, avoir un espèce de plan, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui sécurise nos enfants nous sécurise nous aussi. Si on a un plan et on sait où est-ce qu'on va, alors ça nous rassure aussi. Gardez toujours de la perspective. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, si j'ai un déboire, si j'ai quelque chose qui se passe moins bien que ce que j'aurais voulu, ne pas se dire « Waouh, ça y est, c'est fichu. Toute la ALIA, elle est ratée. Ce pays, il est pourri. Les gens, ils sont insupportables. » Non, ok, j'ai eu quelque chose de ponctuel. Essayez de se rappeler que c'est quelque chose de ponctuel et pas de se dire « Tout est catastrophique, tout va à l'eau, rien ne marche, je suis nulle. » Et puis, ça peut aller très loin comme ça. Donc, essayez vraiment de garder la perspective et utiliser les autres choses, de vous faire aider, de discuter avec le cercle social. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça aide. Demandez-vous comment vous avez fait pour surmonter d'autres épreuves. Vous avez déjà fait des passages. Si ce n'était pas la ALIA, alors c'était passé dans un autre endroit, passer dans une autre ville. Si ce n'est pas un déménagement, c'est changer de travail. On a eu tellement de passages dans notre vie qu'on a eu des choses qui nous ont aidés. Et c'est bien de se baser sur nos expériences antérieures, nos expériences personnelles. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui qui m'a aidé à surmonter mes épreuves? Est-ce que c'était parce que j'étais sympathique avec les gens? Est-ce que c'était parce que j'étais débrouillarde, parce que j'ai su me créer mon emploi du temps? Quels sont mes points forts qui m'ont aidé? Prenez soin de vous. Sport et loisirs pour éliminer le stress. Faites une chose qui vous plaît. Ça, c'est un conseil qui est valable dans n'importe quelle circonstance. Moi, personnellement, je vais vous dire mon truc quand j'ai fait ma ALIA. Et puis, comme je vous ai dit au début, j'ai 7 enfants. Donc, 7 enfants, travail, tout ça. Donc, il y a une tonne de choses. Et bien, j'avais mes 2 heures par semaine où j'allais danser aux danses folkloriques. C'était mon kiff, c'était mon truc. Personne n'avait le droit de m'embêter pendant les danses folkloriques. Mais c'était le truc, ça me donnait des forces pour mener pour toute la semaine. J'avais mes 2 heures de bouffée d'oxygène. C'était ma bouffée d'oxygène. Alors, bouffée d'oxygène, ça peut être aller se balader 1 fois par semaine, ça peut 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça peut aller prendre un café avec des amis. Ça peut être plein de choses. Mais se mettre dans notre ordre de priorité, je suis aussi numéro 1 ou numéro 2, même avant les enfants. Parce que si moi, je vais bien, les enfants vont mieux. Exprimez vos émotions. Comme je l'ai dit aussi pour les enfants, exprimez vos émotions en vous. C'est BCDR. C'est acceptable de dire « je ne vais pas bien, j'ai du mal, c'est difficile ». Il faut savoir le dire. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare. Au contraire, c'est la meilleure façon de l'extérioriser et de le surmonter. Persévérer et garder confiance. Vous avez un objectif qui est quand même formidable et qui vaut le coup. Alors ça vaut vraiment le coup de persévérer. Et puis, cultiver une vision positive de vous-même, confiance en vos capacités et attitude positive, c'est-à-dire je suis capable, je fais plein de choses, il y a plein de choses, savoir dire sur vous-même. Mais en réalité, si vous remarquez tous ces 10 points-là, j'en ai parlé, c'est exactement ce qu'on a fait avec les enfants, il faut le faire avec soi-même aussi, de dire je suis capable, j'ai des forces, j'ai des bons points, j'ai des amis, je suis bien entourée. Savoir reconnaître tout ça, et c'est ce qui va renforcer notre résilience à nous-mêmes. Et une fois que nous, on est forts, nos enfants seront un peu plus forts aussi.
Voilà, D'abord, j'ai beaucoup merci. parlé. Je voulais poser une question parce qu'il nous reste quelques minutes et que je propose à nos amis de prendre du temps pour poser des questions s'ils en ont. J'ai une question dans le même sens par rapport au dernier point que tu as soulevé. Comment on fait aussi pour, c'est un peu la question que j'ai posée tout à l'heure, mais quand il y a un décalage quelque part dans l'intégration ou dans le niveau de relation entre le père et la mère, pas au niveau personnel, hein, je parle au niveau de de la gestion des émotions, de leur temps de libre, de leur investissement par rapport aux enfants, et qu'il y a un décalage, surtout dans le cadre d'une alia, évidemment, c'est de là qu'on le voit souvent, que la mère est parfaitement intégrée, parce qu'elle trouve, et je dis ça par expérience, que c'est souvent le cas, la mère retrouve des nouveaux repères, une nouvelle vie, elle reconstruit, et le père, lui, qui avait un statut en France, professionnel, personnel, dans sa communauté, sans qu'il perd un petit peu de sa place dans le couple, dans la famille, dans la société. Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi un échange plus important entre les bnezougs, entre le couple? Alors déjà, souvent, dans le cadre de la LIA, on peut trouver aussi quelque chose qui peut ébranler le père, ça va être que les enfants parlent plus vite l'hébreu que les parents. Et du coup, les parents, ils doivent se reposer sur leurs enfants pour mener des choses, par exemple. Et ça ébranle la place du père, qui est censé être celui qui dirige et qui mène. Et donc, j'en rajoute à ce que le père risque de ressentir. Et alors, comment est-ce qu'il peut se faire aider? Déjà se rendre compte qu'il n'est pas tout seul en parlant avec d'autres papas, par exemple, parce qu'il va se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui sont exactement comme lui, en se rappelant que c'est aussi provisoire, que s'il fait les choses qu'il faut et qu'il y met le paquet, alors lui-même, il Oui, se mais il ne faut pas sentira se un leurrer, peu plus vite intégré. les mamans ont plus de sensibilité et acceptent plus cette difficulté et ce partage, ce dialogue, cet échange que les papas qui ont tendance à renier quelque part en bloc jusqu'à ce que les choses, malheureusement, parfois arrivent à des situations un peu plus tendues, ont tendance à ne pas se confronter ou je me trompe. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu souvent. C'est un véritable changement d'état d'esprit qu'il faut faire. Et c'est vrai que les papas, souvent les pères sont moins souples d'esprit. Ça demande une grande intelligence et un véritable regard. C'est parce que ça demande une véritable remise en question de beaucoup de choses. Alors, il y a des gens qui disent, quand on vient en Israël, c'est l'occasion de se dire, tout ce que je sais sur l'éducation, je ne sais rien, je démarre à zéro, tabula rasa. Tout ce que j'ai appris de la propre éducation que j'ai reçue, c'était valable à un certain temps, à une certaine époque, dans un certain endroit. J'ai changé d'époque, j'ai changé d'endroit. Eh bien, je vais m'instruire. Le mieux que les pères pourraient faire, ce serait de lire, de s'instruire, d'écouter il y a une foule de cours qui existent online, il y a une foule de choses qui sont à leur disposition. Maintenant, évidemment que ça ébranle ça leur ça met un coup, mais c'est pour le mieux. Plus vite on arrive à cette conclusion que je ne suis pas équipée pour l'éducation en Israël, et plus vite on arrive à s'adapter, à se mettre à niveau. Mais c'est un vrai travail à faire. Et oui, le décalage existe. Moi, j'aurais une dernière question, puisqu'à part des remerciements, des félicitations, les gens ne posent pas de questions, donc je vais le faire moi-même. Malgré tout, comment fait-on globalement, enfin, comment fait-on? Il n'y a pas de recette, évidemment, mais imaginons que les parents avaient plus ou moins bien appliqué, j'allais dire, toutes les recommandations que tu as données, et ils avaient un certain équilibre avec leurs enfants dans leur perspective d'éducation et d'entente familiale. Euh, comment fait-on pour que ce passage, encore une fois en Israël, parce que nous on parle d'Alia et d'Israël, est-ce qu'il y a des choses à faire avant le départ? Est-ce qu'il y a une réflexion, une préparation, un changement? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut dire fort d'une expérience que nous avons en Israël, des difficultés ou des changements que les enfants rencontrent, qu'on peut préparer avant le départ? Et alors, oui, évidemment. Déjà, à part la préparation à la langue qui est indispensable et que je pense que vraiment je recommande fortement ceux qui prévoient de venir en Israël d'apprendre l'hébreu.
le plus vite possible, ou en tout cas de commencer à apprendre l'hébreu avant d'arriver en Israël. Mais à part ça, pour ce qui est du rapport avec les enfants, il faut être prêt à entendre que les enfants ne sont pas d'accord avec nous et il faut les légitimiser. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. Et il faut leur dire, je comprends ton sentiment, on va tout faire pour que tu ailles mieux. Mais de lui dire, par exemple, un enfant, je suis confrontée à des familles où il y a des enfants qui aujourd'hui disent, pourquoi tu m'amènes en Israël? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et, et tout de suite, la réaction qu'on a envie de dire, c'est, mais de quoi tu parles? Tu vois bien que c'est mieux ici. Non, les enfants ont besoin d'entendre qu'on légitimise leurs sentiments. Ils ont le droit de se sentir, de ne pas être d'accord, de se sentir mal à l'aise. Et plus, encore une fois, le dialogue, plus vite on leur dit, mais je comprends ce que tu dis et tu as le droit de te sentir comme ça et je vais essayer de t'aider. Donc, il faut vraiment abonder dans leur sens au maximum, en tout cas dans ce domaine, dans ce contexte-là. Moi, Sarah, il me reste qu'à te dire merci. Je crois que c'était important de nous recadrer, comme l'a dit une personne dans la remarque. Il faudrait qu'on se répète ça tous les matins et, Merci à vous. et se dire qu'on est capable et qu'on a la force, chacun des parents, à avoir amélioré son rôle de parent et sa relation parent-enfant. Et voilà, j'espère que ça vous a donné quelques petites clés de façon générale et d'autres Je vais clés, juste j'espère, rajouter quelque chose. bien sûr. Évidemment que des fois on se plante, évidemment que des fois on crie sur nos enfants, évidemment qu'on oublie de discuter, mais il faut juste avoir ces choses-là en tête que ok, j'ai crié cette fois, ben, je parlerai un peu plus tard, mais de se rappeler qu'on doit le faire. C'est normal d'avoir des réactions humaines. Voilà, Mais j'avais voilà. quelque part l'impression de ne pas être normal et de m'être dit, c'est vrai que voilà, on a besoin de se recadrer nous-mêmes et je crois que c'est très important. En tout cas, moi, ce que je veux dire de mon expérience de personnes qui s'occupent depuis de nombreuses années de l'intégration, c'est un vrai défi de faire son allié avec des enfants. Il y a aujourd'hui des gens comme Sarah El Maleh à Haïfa et dans d'autres lieux du pays, il y a il y a des organismes, il y a des associations, il y a des conseillères, il y a des psychologues, il y a des éducateurs, il y a donc toutes sortes d'équipes de professionnels qui sont complètement capables de vous aider dans cet accompagnement. Et effectivement, c'est un besoin aujourd'hui qu'on ressent beaucoup plus avec le changement des générations. Et donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les soulever avant. Et surtout, quand vous arrivez, et si vous arrivez en Israël, dès la moindre, j'allais dire, difficulté, de consulter des professionnels qui sont forts aujourd'hui d'une expérience vécue importante, qui pourront vous aider le plus rapidement possible à ne pas laisser une situation s'empirer ou dégringoler, mais au contraire de se servir de ça pour un vrai tremplin dans votre intégration. Merci beaucoup, Sarah. Avec Shabbat grand shalom à tout le plaisir. monde et au Merci, plaisir merci. Je vois qu'il y a de une vous question voir. Oui, il y avait une Ah ben, question sur vas-y. l'adolescence, oui. sur l'adolescence. Ah, ok. Je suis en train de voir. Ok, alors voilà, la crise d'adolescence dans le monde religieux, ça se traduit facilement, plus ou moins comme ça. L'enfant, le garçon va refuser d'aller à la tfila, de mettre les tfilines, de mettre la kippa, tout ça. La fille, ça va être la fille qui va un peu rejeter les règles de tsniout. Mais, et ça fait partie du processus. Les choses qui sont indispensables. D'abord, de se rappeler que nos enfants, ils sont formidables. Ok, la religion, c'est une chose, mais ils ont des qualités, ils sont gentils, ils ont des... S'ils ne sont pas gentils, qu'ils n'ont pas des qualités, c'est là qu'on doit travailler. Moi, mon travail, il est de faire en sorte que mon fils est bien élevé, qu'il soit bien élevé, qu'il soit respectueux des autres, qu'il ait le respect à la maison. S'il n'a plus envie de mettre sa kippa, quand il est à la maison, je peux établir la règle qu'à la maison, on met la kippa. Ou à la maison pour le Shabbat, tu ne vas pas transgresser le Shabbat parce qu'on respecte le Shabbat à la maison. Mais s'il est déjà respectueux, ça ne lui viendra pas à l'idée de transgresser le Shabbat dans le cadre de la maison. À l'extérieur, il fera autre chose. On peut se dire, parce que, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que, enfin, c'était la question, mais effectivement, toutes ces questions de religion, ce sont des questions qui provoquent de grosses colères. On s'énerve très vite dessus. Et puis, quelque part, on peut se dire, c'est entre mon enfant et Dieu, tous ces aspects-là. Moi, ce qu'il faut, c'est que les enfants, que mon fils ou ma fille, ils aient des bonnes qualités. Et il faut aussi qu'il ait toujours envie de revenir à la maison. Que la maison, ce soit toujours l'endroit où il se sent bien. Peu importe ce qu'il fait. Parce que quand après, il rentrera à la maison et qu'il sentira l'ambiance du Shabbat et qu'il se dise « Ah, c'est génial le Shabbat à la maison »,
Alors, ce sont des choses qui vont le renforcer. Et puis après, bon, il y a des choses qui sont dans les mains de Dieu. Mais insister, ça ne veut pas dire qu'il reviendra forcément à ces pratiques. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du rejet des valeurs de la maison. Les enfants à l'adolescence, ils essayent de vérifier les valeurs qu'ils ont reçues à la maison. Est-ce qu'ils les veulent ou ils ne les veulent pas? Alors, des fois, c'est juste parce que ça me saoule, je ne vais pas le faire. Et puis, des fois, c'est vraiment, je ne crois pas en Dieu, ça ne m'intéresse pas. C'est un gros coup dur, mais il faut savoir le respecter et que l'enfant ait toujours envie de revenir. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Daraba, Sarah. Merci Bye. pour l'écoute. Shabbat Bonne shalom. soirée tout le monde et Shabbat Shalom. Bye.